d'Ivoire, venez voir, une terre d'hospitalité. Côte d'Ivoire, venez voir un terrain d'opportunité. Terre d'hospitalité, terrain d'opportunité. Côte d'Ivoire, venez voir. Excellence, Monsieur Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Parlement de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur SFI Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les investisseurs nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout d'abord, au nom de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous souhaiter Akwaba, bienvenue chez nous en Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Je suis Moussa Kouyaté, président du comité de pilotage des partenariats publics-privés de Côte d'Ivoire. J'ai le grand honneur de vous présenter le programme de ce side event Investir en Côte d'Ivoire. La cérémonie qui nous rassemble ce matin mettra en avant les atouts économiques de notre pays, terre d'opportunités pour les investisseurs. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie qui doit durer 1h30 se décompose en 4 temps forts. Nous aurons d'abord une plénière d'ouverture, suivie d'un panel de haut niveau, puis la présentation du kit de l'investisseur et enfin la session de clôture. La plénière d'ouverture démarrera par la projection d'un film institutionnel qui sera suivi de l'allocution de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette session inaugurale laissera alors la place à un panel de discussion de haut niveau sur le thème « Investissement privé et accélération des secteurs porteurs de croissance ». Ce panel sera modéré par le brillant Marc Wabi, associé gérant du cabinet Deloitte en Côte d'Ivoire. Il verra les interventions de Madame Kabagnale, ministre de l'économie, du plan et du développement, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Olivier Bouyoya, directeur général Afrique de l'Ouest de la SFI, et Monsieur Johannes Mekbebe, directeur général des Yeshi Group et président de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, AmCham. Après ce panel, nous aurons la présentation du kit de l'investisseur. Cette présentation sera faite par Monsieur Thierry Badou, directeur de l'attraction des investissements du CPC. Et enfin, nous aurons le mot de clôture prononcé par M. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Et enfin, nous aurons la photo de famille. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous inviter à suivre le film institutionnel avant l'allocution de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, marquant le démarrage effectif de notre session Investir en Côte d'Ivoire. Bon et fructueux forum à toutes et à tous. Je vous remercie.
Côte d'Ivoire, a land of investment. Côte d'Ivoire is a rich land, more than 1 million men and women. Rich in its high-quality human capital, rich in its legendary hospitality, rich in cultural diversity. Côte d'Ivoire is continually reinventing itself in a world of constant change. Hub of the sub-regional economy, Côte d'Ivoire produces 40% of the GDP of the West African Economic and Monetary Union. Its commercial volume is also 40%. From 6.2% in 2022, the growth rate of its gross domestic product is estimated at 6.5% in 2023, with a controlled inflation rate of 4.4%. Among its economic pillars, the port of Abidjan, one of the most strategic on the West African coast, with a global traffic of more than 20 million tons of goods per year. Investing in Côte d'Ivoire means having access to a regional market of 410 million consumers at the level of the Economic Community of West African States and 1.3 billion consumers at the level of the African Continental Free Trade Area. Côte d'Ivoire is a country rich in resources scattered throughout its 122,462 square kilometers of its territory, 60% of which consists of arable land. With the various mineral wealth of its basement, the country appears as a crucible of abundant business opportunities in all economic sectors, at competitive costs. A promising energy sector for the facilitation of industrial installations. In 2022, Côte d'Ivoire has a hydraulic electricity generation capacity of 879 megawatt and thermal electricity production capacity of 1,669 megawatt. The country is now betting on renewable energy through solar power plant projects. Through its National Development Plan, NDP, and as part of its program called Côte d'Ivoire in Solidarity, implemented by the government in the vision of the President of the Republic, His Excellency Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire aims to accelerate its economic and social transformation in order to rise to 2030 to the rank of the middle-income countries of the upper bracket. The realization of this vision requires the development of priority sectors and industrial cluster defined in the National Development Plan, NDP 2021 to 2025, agro-industry, chemical industry, building materials, pharmacy, textile, automotive, packaging, as well as new niches, the digital economy, tourism, and creative industries that further expand perspectives. As a land of investment opportunities, Côte d'Ivoire gives itself the means to improve its business environment, good governance, transparency action, tax and customs facilities for investments, gender equity, sustainable and responsible investment development, institutional and structural reforms that impact the improvement of services to investors through the establishment of one-stop shops, the simplification and digitalization of procedures, free zone and special economic zone regimes, sectoral codes, and an investment code granting attractive tax and customs incentives have been established to improve the profitability of investments in Côte d'Ivoire. As a one-stop shop for investment, CPC federates, coordinates, and rationalizes all government initiatives and actions in the field of investment promotion and private sector development. Being a gateway for the investor in Côte d'Ivoire, CPC supports investors in carrying the realization of investment projects and ensures that each investor receives the necessary support to make his project a reality. Investors, Côte d'Ivoire welcomes you. Engage in a new prosperous economic momentum and contribute to the sustainable development of a supportive Côte d'Ivoire. Akwaba, welcome to Côte d'Ivoire. CPC, the one-stop shop for investment in Côte d'Ivoire. Et maintenant, je souhaiterais qu'on acclame vigoureusement Monsieur le Premier ministre pour son discours.
Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs les présidents directeurs généraux, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, j'ai la joie ce matin d'être parmi vous, soutenu, accompagné par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale que je vous présente, Monsieur Adama Bictogo. Monsieur le Président, qui est un produit du cru dans le paysage industriel de la Côte d'Ivoire, Madame la ministre Kabagnale, ministre de l'économie et de la planification, Monsieur le ministre Suleiman Derassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, et une bonne délégation du CPC et le directeur général de BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Et bien d'investisseurs ivoiriens qui sont au premier rang et qui viennent vous apporter les témoignages de ce que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Ce matin, nous allons essayer de vous faire comprendre que ce pays est une chance pour les investisseurs, une très grande chance pour les investisseurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un pays accueillant. Les Ivoiriens sont très accueillants, très hospitaliers. La deuxième raison, c'est que en Côte d'Ivoire, en matière culinaire, vous allez trouver du tout. Ce qui vient de l'extérieur, comme ce que produit la terre, le sol ivoirien. Et il y a une très grande variété. La troisième raison, c'est que c'est un pays de culture. En Côte d'Ivoire, on ne s'ennuie pas. La musique, les théâtres, les danses traditionnelles, les zones qu'on peut visiter de façon remarquable, telles que Man, telles que Korogo, les cultures en tout genre, mais surtout une tradition humaine profonde qui privilégie les rapports humains dans tout ce que nous faisons et qui donne la chance à ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire de se faire de la richesse tout en aidant l'économie à se développer et à créer, à améliorer le produit intérieur brut. Donc, mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous dire cela avant de commencer mon discours. À la fin, je dirai une seule chose. Prenez rapidement votre avion, venez en Côte d'Ivoire parce que nous vous y attendons. Je suis venu ce matin à Kigali au nom de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara à l'occasion de ce business event qui est investir en Côte d'Ivoire, ce que j'ai traduit en français. Sous l'impulsion du Président de la République, plus de 10 ans après avoir traversé une grande période très difficile au plan politique et militaire, nous avons eu la chance d'avoir un grand président qui a mis le pays sur les rails. Je me réjouis donc de la présence de tant de CIO, d'investisseurs, preuve de l'intérêt et de la confiance que vous accordez à la Côte d'Ivoire et à son dynamisme économique. Je voudrais vous adresser à toutes et à tous ce qu'on appelle le traditionnel Akwaba. Si vous venez en Côte d'Ivoire que vous entendez Akwaba, sachez qu'on voudrait simplement vous souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire est grande. Elle est riche de potentialités
agricole, naturelle, énergétique, minière et minéralière. La Côte d'Ivoire a du talent. Les jeunes Ivoiriens ont du talent. Je n'en voudrais pour plus que l'épopée extraordinaire qui nous ont servi, que les jeunes Ivoiriens nous ont servi lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. On était partis du tombeau et nous sommes montés au sommet de la gloire. Parce que ce pays a de la résilience, ce pays a de la confiance et ce pays ne sait jamais se décourager. On a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Ce ne sont pas des jeux de mots, ce sont des expressions qui veulent exprimer ce qu'il y a de plus profond dans l'homme ivoirien. Nous, les Ivoiriens, sont de nature optimiste. C'est pourquoi nous vous recommandons de venir en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire avec vous. Depuis 10 ans, nous sommes en marche accélérée vers le développement. Et récemment encore, ce n'est pas nous qui l'avons dit, ce sont les statistiques des organisations internationales. La Côte d'Ivoire est dans les 10 premiers pays africains à économie très forte et dynamique. Nous sommes 9e. Mais quand vous regardez bien la liste des 9 pays, vous verrez que pour la plupart de ces pays, ce sont des pays pétroliers, des pays qui ont beaucoup de gaz, des pays qui ont beaucoup de richesses dans le sous-sol. Mais la force de la Côte d'Ivoire, c'est que le président Alassane Ouattara a d'abord privilégié le travail de la terre, le travail des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il nous a fait transpirer. Il nous a fait transpirer et il nous fait transpirer parce que simplement, il donne de la valeur au sol ivoirien par l'agriculture. Tenez, nous sommes les premiers producteurs au monde du cacao. On appelle de plus de 40% de la production mondiale. Nous sommes les premiers producteurs de l'anacarde. Nous avons 20% de la production mondiale. Nous sommes le premier pays africain dans pratiquement toutes les spéculations agricoles. La banane, l'avocat, l'ananas. Mais il n'y a pas un seul produit qui ne sort pas de la terre de Côte d'Ivoire. Donc la force de l'économie ivoirienne réside d'abord dans l'agriculture. Qui parle d'agriculture parle d'agro-industrie. Ensuite, au-delà de l'agriculture, nous avons d'autres produits dans le sous-sol qui indiquent que ce sous-sol est très riche. Récemment, vous avez dû suivre, nous avons découvert avec la grande société Eni, une société italienne, un gisement de gaz et de pétrole de classe mondiale. Récemment, nous avons découvert un gisement d'or immense qui sera certainement le 2e ou le 3e en Afrique. Et il y a encore en souterrain du nickel dont nous allons donner les résultats dans les jours à venir. Et là, l'entreprise qui a la licence d'exploitation se rend compte qu'on sera certainement, on aura certainement le 2e ou 3e gisement au monde de nickel. C'est un pays extraordinaire.
Notre pays est devenu au fil des années, la locomotive de la zone UEMOA, dont nous détenons 40% du PIB, et nous avons un bon réseau routier. Pour les investisseurs, c'est très important. Un bon réseau routier. Nous avons près de 82 000 km de routes en Côte d'Ivoire, A, B, C. Dans les 82 000 km de routes, il y a 10 000, à peu près 9 200 km qui sont bitumés. Et nous avons près de 40 à 50 000 km de routes praticables en toute saison. Et nous avons aussi des routes, des pistes agricoles dont l'entretien est régulièrement mis sur le tapis, de sorte à permettre que les produits qui sortent de la terre arrivent dans les centres de consommation et en transitant par les centres de distribution. Au plan énergétique, comme l'a montré le film il y a quelques instants, nous sommes devenus un hub énergétique où la Côte d'Ivoire s'est positionnée du point de vue de la distribution de l'énergie pour aider les autres pays de la sous-région qui sont des pays frères avec lesquels nous avons les meilleurs rapports possibles. Donc en ce qui concerne l'électricité, les industriels ne seront pas en difficulté en venant en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important surtout, c'est une grande porte d'entrée. La Côte d'Ivoire est une grande porte d'entrée parce que simplement, à partir du port d'Abidjan, on n'est plus à 20 millions de tonnes, hein, on a dépassé, on est à 32 millions de tonnes annuelles de marchandises, import-export, 32 millions de tonnes. Et nous sommes un pays côtier qui a de très bons rapports avec l'Interland. Donc quand vous investissez en Côte d'Ivoire, c'est comme si vous investissez dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Donc vous avez non seulement les 29 millions, les 30 millions de consommateurs ivoiriens, mais vous avez les 140 millions de consommateurs de l'UEMOA et vous avez les 320 à 350 millions de consommateurs de la CEDEAO qui sont à vos portes. Parce que simplement, du point de vue des liaisons aériennes, nous avons une compagnie nationale qui permet d'aller dans tous les pays de la sous-région en moins de 2 heures. Donc vous pouvez être à Abidjan, 2 heures après vous êtes à Dakar, 1 heure après vous êtes à Ouagadougou, à Bamako, à Lomé, à Accra. Donc la distribution en matière de mouvement et de déplacement est assez aisée à partir de la Côte d'Ivoire. Le taux de croissance annuel moyen depuis 2012 se situe entre 7 et 8%. Même à la période de Covid, en 2020, quand le Covid battait son plein, on a eu quand même 2% de taux de croissance. Et la perspective de la croissance reste favorable d'ici 2027 avec un taux moyen de croissance qui va se situer entre 6,8 et 8,3%. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui font les calculs avec tout. Vous savez qu'en général, ils sont très sévères. Hein? Ils sont très sévères, mais la réalité du terrain fera que nous irons au-delà de ces taux de croissance. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que du point de vue de l'évolution sociale, nous sommes un pays qui vise à être, d'ici 2030, dans le groupe des pays à revenu intermédiaire en haut du tableau. En haut du tableau. C'est-à-dire que la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire. En moins de 10 ans, le revenu moyen par habitant a doublé en Côte d'Ivoire. Le taux de pauvreté
est passé de 55%, et nous sommes actuellement à 36%, mais d'ici 2030, nous visons d'être aux environs de 10%, parce qu'avec les entreprises qui viennent investir en Côte d'Ivoire, avec les revenus que cela nous rapporte, avec les efforts que fait le gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara, la richesse s'accroît, la population des revenus intermédiaires, c'est-à-dire la classe moyenne, croît à une très grande vitesse. Et cela donne des opportunités aux hommes d'affaires pour avoir une population de consommateurs de grande classe et qui sont prêts à participer au boom économique de vos entreprises. Quelle est la vision d'ici 2030? D'ici 2030, nous comptons faire davantage que ce que nous vous servons maintenant. D'ici 2030, en matière d'énergie, le mix énergétique nous permettra d'assurer près de 40% de notre capacité énergétique avec l'énergie renouvelable. Un peu plus de 40%, d'ailleurs 42 à 43% de mix énergétique. Parce que déjà, du point de vue de l'énergie, nous avons de grandes potentialités pour le photovoltaïque, pour l'éolienne, pour la biomasse et pour tout ce qui concerne l'économie circulaire. Vous savez que comme nous sommes un grand pays agricole, la biomasse, à partir des déchets organiques provenant de la production agricole, donc la biomasse constitue une réserve importante pour tous les industriels qui savent transformer l'énergie contenue dans les déchets agricoles. Nous avons, en ce qui concerne les infrastructures routières, la perspective de renforcer notre dispositif routier en continuant l'amélioration du bitumage de nos routes et en faisant en sorte que tous les départements soient connectés les uns aux autres par des routes bien bitumées, bien entretenues. Du point de vue de l'évolution de la santé, nous avons de grands marchés en ce qui concerne la santé publique, de sorte à améliorer davantage l'indice de développement humain. Nous continuons aussi en matière d'éducation à renforcer les dispositifs. Nous sommes passés de 3 universités en 2011, nous sommes maintenant à 9 universités et bientôt la 10e université, avec un accent particulier mis sur la science et la technologie. Parce que vous savez que l'ère que nous vivons est une ère de la technologie avec l'intelligence artificielle. Par conséquent, nous encourageons la densification de la maîtrise des mathématiques et des sciences, de sorte à vous offrir une plage de jeunes gens et de jeunes filles compétentes qui vont accompagner le développement de vos entreprises. Nous avons de grandes écoles, des plus performantes. En général, quand on les classe, on se rend compte que la méthode anglophone de classement ne permet pas toujours de capter la qualité de l'enseignement dispensé dans nos grandes écoles. Nous avons une grande école à Yamoussoukro, la capitale, où on forme les meilleurs ingénieurs possibles dont vous aurez besoin dans le domaine du génie civil, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine du tertiaire et dans le domaine financier. Et nous avons aussi la meilleure école de statistiques en Afrique, peut-être au sud du Sahara, avec l'École nationale supérieure de statistiques appliquées. Par conséquent, du point de vue de la matière humaine, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver de jeunes gens et de jeunes filles bien formés. Mais bien entendu, comme les entreprises sont très exigeantes, il suffit simplement
après avoir pris la mesure de leurs compétences, de leur ajouter un petit plus en ce qui concerne votre programme, les critères de performance que vous voulez retenir, et ces jeunes gens seront à la dimension de ce que vous attendez. En ce qui concerne les autres perspectives, tout à l'heure, les ministres vont vous développer la gamme de produits, de marchés, contenus dans ce que nous appelons le plan national de développement pour la tranche qui reste à réaliser, c'est de 2021 à 2025, et il y aura une autre tranche de 2026 à 2030, où tous les secteurs de l'économie seront impactés par les projets. Alors, pour le plan national de développement qui est en cours, nous attendons près de 59 000 milliards d'investissements, dont 74-75% est réservé au secteur privé. Donc, on donne la chance au secteur privé de prendre le pouvoir en ce qui concerne l'économie. Parce que le secteur privé représentait en matière d'investissement environ 8,1% exactement en 2011, et actuellement on est à 20% de l'intervention du secteur privé dans le taux d'investissement en Côte d'Ivoire. Mais nous voulons vous donner plus, parce que avec le secteur privé, c'est la constance, mais c'est surtout l'accompagnement que nous pouvons faire pour vous mettre à l'aise. Alors, en matière d'accompagnement, il y a une gamme de mesures qui sont prises. Les exonérations, les procédures simplifiées de création d'entreprises, c'est les impôts réduits sur un certain nombre d'années, surtout si vous êtes là pour longtemps. Nous avons un accompagnement fiscal adapté pour ne pas gêner le taux d'imposition pour lesquels nous avons eu de longues discussions avec les bailleurs de fonds. Nous avons des pistes de solutions pour accompagner les entreprises. Nous avons aussi, en matière de conflits éventuels, parce que dans l'entreprise, il y a toujours des conflits, nous avons une chambre spécialisée qui prend en charge les dossiers des entreprises pour les conduire à leur finalité le plus rapidement possible et le plus justement possible. Il y a donc, à la fin de toute cette opération, il y aura un kit investisseur qui vous sera remis et qui va décrire tous les avantages, toutes les facilités auxquelles vous aurez droit si vous décidez d'investir en Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en disant que ce pays a toujours fait confiance aux investisseurs qui viennent de l'extérieur et à ceux qui sont à l'intérieur du pays, qu'on appelle les champions nationaux, qui sont d'ailleurs en émergence. Et nous devons accélérer ce processus. Mais la place de l'entreprise privée en Côte d'Ivoire est forte. Elle est très forte. Nous allons la renforcer. Nous allons l'anoblir davantage. Et nous allons faire en sorte que le partenariat que vous aurez avec nous si vous investissez en Côte d'Ivoire vous soit profitable et qu'il nous soit aussi profitable. C'est du gagnant-gagnant. Je vous remercie.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, présidents directeurs généraux, représentants du secteur privé, je suis Marc Gouabi, je suis associé gérant de Deloitte Côte d'Ivoire et leader pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis très honoré, après cette brillante intervention du Premier ministre, de modérer un panel de ministres et de chefs d'entreprise pour partager avec vous, beaucoup plus en détail, les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le Premier ministre, et depuis l'avènement de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste programme de planification stratégique publique qui a donné naissance à 3 PND, dont celui qui est en cours 2021-2025. Et la volonté de cette politique de planification publique était d'améliorer le bien-être des populations ivoiriennes et d'assurer une croissance durable. Dans le cadre de ce PND en cours, une ambition de 59 000 milliards de CFA, environ 100 milliards de dollars, est recherchée. Et nous sommes, Madame la Ministre, à 1 an de la clôture de ce PND. Et je pense que l'ensemble des investisseurs privés, locaux et internationaux, il faudrait bien comprendre où on en est et s'il reste encore des opportunités à partager avec eux. C'est donc l'objet aussi de ce panel, du côté public, de valoriser les opportunités existantes en Côte d'Ivoire et d'attirer les investisseurs. Je voudrais donc appeler ici M. Yohannes Megbede, qui est directeur général du groupe Yeshi, pour mettre au bout, et également président de la Chambre de commerce Côte d'Ivoire, États-Unis. J'ai également le plaisir de recevoir M. Olivier Bouyoya, qui est directeur régional Afrique de l'Ouest de SFI, juste à côté de M. Johannes. Également M. Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce, de l'Industrie, donc à nous rejoindre, juste à côté de M. Bouyoya. Et Madame la ministre Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement. Madame la ministre, je suis tenté de dire que le Premier ministre a répondu à l'ensemble des questions qui devraient vous être posées, mais je comprends de la présence encore des personnes dans la salle qu'il y a des questions qui restent encore à couvrir. Je voudrais, comme je disais tantôt, nous sommes à 1 an de la fin du 3e PND 2021-2025. Après ces 3 PND 2012-2016, 2012-2015, 2016-2020, 2021-2025, quel bilan peut-on faire de l'action du gouvernement depuis la session du président Alassane Ouattara? Je crois que c'est ouvert. Hein? C'est ouvert. C'est ouvert. Merci, Monsieur le modérateur. Effectivement, je crois que Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, a fait un panorama complet de la situation de notre économie, pas seulement la situation, mais l'évolution de notre économie ces 15 dernières années. Je vais profiter juste pour donner quelques compléments d'information, parce que le Premier ministre l'a dit depuis 2011, l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Alassane Ouattara, l'économie ivoirienne n'a cessé de croître, de se transformer et de contribuer à tous égards au bien-être des populations. Cela est parti des différents plans successifs.
vous l'avez dit. Donc, un développement qui est orienté et qui est guidé à travers les plans quinquennaux que nous avons mis en place, qui ont permis à la fois de stabiliser l'économie, nous sortions de crise, de la relancer et nous sommes à une phase de croissance, une étape de croissance et de transformation structurelle véritable. Il faut dire que ces différents plans ont eu pour effet, avec les taux de croissance qui ont été annoncés, une moyenne de 8% sur la période 2012-2019, une bonne résilience qui a été exprimée lors de en 2020 avec la crise à coronavirus. Et ensuite, l'économie est repartie de plus belle et nous affichons actuellement sur la période 21-23 un taux de croissance moyen de 6,6%. Les perspectives ont été données sur la période 2025-2030. Nous projetons pour le moment 7,2%, mais avec les perspectives minières et pétrolières qui ont été annoncées, qui ne sont pas prises en compte entièrement et en totalité dans les taux qui sont projetés. Nous n'intégrons que le champ baleine, mais les autres découvertes ne sont pas intégrées. Il est fort probable que nous puissions aller bien au-delà donc de cette moyenne qui est pour le moment dans nos projections. En termes de bilan, donc, il y a cette forte croissance. Il y a également une transformation réelle, une transformation structurelle réelle de l'économie ivoirienne. Et permettez-moi de donner quelques détails, ou de revenir d'ailleurs sur quelques détails qui ont été donnés par le Premier ministre. Nous avons un secteur industriel qui commence à vraiment se développer. Notre agro-industrie, nous sommes principaux producteurs de beaucoup de spéculation, mais au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une capacité installée de plus d'1 million de tonnes en broyage de cacao. Donc, c'est dire que nous avons une capacité de transformer localement bientôt la moitié de notre cacao. Le cajou, où nous étions à moins de 5% il n'y a pas longtemps, aujourd'hui nous avons dépassé les 20% de transformation locale et la Côte d'Ivoire se positionne comme le 3e pays transformateur ou producteur de cajou transformé. Nous avons, après l'Inde et le Vietnam, nous avons également ce secteur pétrolier qui nous donne beaucoup d'espoir, où déjà l'année dernière, avec juste l'entrée en production du champ baleine, la capacité de production a quasiment doublé, et à l'horizon 2027, la Côte d'Ivoire devrait produire au moins 200 000 barils jour de pétrole. Donc le bilan est plutôt positif, Madame la Ministre. Le bilan est positif. Le bilan est positif. Comme je le dis, le secteur industriel commence à prendre le pas donc sur le secteur agricole, avec une part du secteur agricole qui est minime dans l'économie et une part du secteur industriel qui s'affirme. Tout cela autour donc d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques qui ont un impact réel à la fois sur la capacité d'opération des opérateurs économiques, le secteur routier, les ports et aéroports qui ont changé de visage en moins de 15 ans, avec des capacités en eau profonde affirmées, avec des infrastructures développées et qui permettent ce volume qui a été annoncé d'accueil de la ville d'Abidjan, des infrastructures industrielles, c'est important pour les opérateurs, donc les zones industrielles qui ont été réhabilitées pour les anciennes qui existent et qui, avec le développement de zones industrielles à la fois à Abidjan mais également à l'intérieur du pays, pour que la croissance soit élargie et partagée, la capacité énergétique qui permet d'assurer que les opérateurs qui viennent pourront accéder
à de l'énergie de bonne qualité, et je ne vais pas revenir sur les questions de santé, la santé, l'eau potable, l'énergie. Au plan social, c'est quand même important de dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, au moment où on dit qu'il faut éclairer l'Afrique, la Côte d'Ivoire a un taux d'électrification qui est en train de tutoyer les 90%. Au jour d'aujourd'hui, on est à 89, quelque chose, et nous espérons qu'à l'horizon 2030, ce sera 100% d'électricité. Est-ce que, du coup, Madame la Ministre, est-ce qu'il y a encore des opportunités pour les investisseurs qui ne sont pas déjà en Côte d'Ivoire? Parce que tout semble déjà réalisé, mais je comprends des échanges que nous avons eus que le PND a encore des secteurs et des opportunités stratégiques sur lesquels il souhaiterait appeler les investisseurs internationaux. Quels sont précisément ces grands secteurs stratégiques pour lesquels le gouvernement attend une intervention forte du secteur privé? Au jour d'aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'industrialiser l'économie. Donc, toujours dans le secteur industriel, manufacturier, avec une place importante pour l'agro-industrie. J'ai parlé de capacité installée, mais on n'est pas à 100%. Bien sûr. On n'est pas à 100% de la transformation de nos principales matières premières. On a même du chemin encore à faire pour pouvoir donc permettre de capter le maximum de valeur ajoutée localement. Aujourd'hui, le secteur minier est un pilier important de notre économie. L'État accélère la recherche, c'est ça, hein, la prospection, mais avec des ambitions à la fois de développement, mais surtout d'industrialisation et de transformation locale des matières premières qui seront découvertes. Dans le plan national de développement de 2021-2025 qui s'achève donc, l'État a défini 7 clusters pour lesquels nous avons des ambitions assez fortes de développement, pour lesquels tout reste à faire. Il y a l'industrie, il y a les mines, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a le tourisme, il y a le logement, il y a les matériaux de construction. Et tous ces secteurs-là sont à développer. Nous avons également des secteurs qui pourraient être mieux exploités, tels que le secteur le potentiel halieutique du pays. Donc tout ça, c'est des secteurs pour lesquels l'État a de fortes ambitions qui sont présents dans le PND 2016-2020, mais pour lesquels nous allons 2021-2025, mais pour lesquels nous allons encore retrouver parce que les ambitions sont fortes et nous attendons que le secteur privé puisse venir massivement s'intéresser et investir dans ce secteur. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des PME, je pense que votre département au cœur des secteurs stratégiques pour le PND restant, quelles sont les opportunités dans le secteur de l'industrie et du commerce, précisément, qui peuvent intéresser les investisseurs qui sont présents? Bien, merci Marc. Je voudrais en tout cas saluer la présence effective de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, également saluer sa brillante intervention de tout à l'heure, la présidence également du président de l'Assemblée nationale, et également du vice-président de la République du Gabon, du vice-premier ministre, pardon, de la République du Gabon. Je pense que cela vient d'être dit. Les succès économiques de la Côte d'Ivoire ont été évoqués tout à l'heure par Monsieur le Premier ministre, à la suite en fait d'une multitude de réformes initiées sous le leadership du président Alassane Ouattara, qui ont abouti à la transformation économique en fait de notre économie. Et en témoigne le récent rapport du FMI qui a classé notre pays parmi les top 10 des économies africaines les plus performantes et a indiqué clairement le poids du secteur privé, sinon de l'industrie et du commerce en fait dans cette dynamique. Je voudrais tout simplement rappeler qu'aujourd'hui, l'industrie, de façon générale, représente 24,5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, contre 20%, je veux dire, il y a 4 ans.
Et également le commerce a pris du volume, représente 15% du PIB. Et tous ces deux, l'industrie et le commerce, en fait, ont un taux de croissance moyen de 9% à 10% par an sur cette période. Mais cela est dû, je veux dire, à la dynamique du secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui est dans l'industrie, c'est le secteur privé qui est dans l'emploi, raison pour laquelle nous avons cette belle amplitude du taux d'investissement du secteur privé qui est passé de 8 points, je veux dire aujourd'hui à environ 20 points, je veux dire à moins de 10 ans. Donc cela en fait montre que de façon effective, le secteur privé est effectivement le moteur de la croissance et en Côte d'Ivoire et y occupe une place de choix. Mais ceci dit, nous avons des défis. Et pour ces défis, et au regard en fait des perspectives promoteuses par rapport au taux de croissance attendu au cours des prochaines années, au niveau du secteur industriel, Madame la ministre en charge de l'économie du plan l'a évoqué, ça concerne la définition en fait de secteurs, de domaines ou de clusters prioritaires. Le Premier ministre l'a indiqué, notre pays, nous sommes un pays agricole, producteur de produits de plusieurs matières premières de base, le cacao, l'anacarde, etc. Mais le défi pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir en rajouter à la valeur ajoutée, à la richesse qui est créée localement. Comment transformer cette production et non exporter des produits bruts? C'était une manière en fait d'exporter de l'emploi vers d'autres horizons. Et donc, conformément en fait à la vision du chef de l'État et au regard en fait de l'axe 1 du PND qui est de transformer structurellement notre économie par l'industrialisation, le cluster prioritaire, c'est l'agro-industrie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde en fait le taux de transformation sur le cacao, pour 2 millions de tonnes, nous sommes environ à 30%. Sur l'anacarde, nous sommes environ aujourd'hui à 21%. Mais les autres spéculations, nous sommes en dessous des 10%. Donc tout ceci pour dire au secteur privé que nous les attendons. Vos différentes unités qui seront produites et qui seront en fait construites sur le sol ivoirien, transformer ces produits en produits finis ou en produits semi-finis et de pouvoir les exporter concernant toutes les spéculations. Donc nous avons une dynamique, il y a encore des perspectives, il y a encore des projets qui sont signalés en Côte d'Ivoire en cours d'installation. Donc il faut vraiment, je veux dire, le faire rapidement parce que il y a une dynamique à ce niveau-là. Et sur d'autres secteurs du commerce ou de la chimie, la pétrochimie, est-ce que la Côte d'Ivoire... Au-delà de l'agro-industrie, nous avons identifié le secteur de l'industrie pharmaceutique comme un exemple. Et les études que nous avons faites, nous avons pu noter que la demande en Côte d'Ivoire, je veux dire en termes de produits pharmaceutiques, n'est couverte qu'à hauteur de 6%. Donc, et lorsque nous regardons le marché sous-régional, il y a un gisement d'opportunités. Raison pour laquelle de plus en plus d'opérateurs au niveau de l'industrie pharmaceutique sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Et donc, nous leur invitons en fait à pouvoir investir dans ce secteur-là. Lorsque vous prenez le secteur de la chimie et de la plasturgie également, il y a des opportunités. Nous prenons le secteur du packaging. Et lorsque nous avons fait les études, nous avons noté qu'il y a au moins $1 milliard de packaging importé. Quand je prends cet emballage, ces bouteilles, tout ceci pour faire les boissons gazeuses, les produits alimentaires, sont importés de l'extérieur, alors que nous avons la ressource naturelle, notamment le calcium, au niveau du sable en Côte d'Ivoire pour pouvoir transformer ces produits. Donc, il y a également des opportunités dans ce secteur. Parfait. Et peut-être que je vais parler un peu de l'industrie textile. L'industrie textile, la Côte d'Ivoire est le 3e pays producteur de coton avec plus de 500 000 tonnes. Et nous avons été par le passé un grand pays en matière de manufacture textile. La première fabrique textile en Côte d'Ivoire a été créée à Bouaké en 1929. En fait, c'est là qu'on confectionnait
les vêtements, les treillis des militaires de toute l'Afrique ouest francophone dans le temps. Et nous avons eu un passé en tout cas très glorieux, et puis avec les crises qui s'en ont suivi, nous avons eu quelques difficultés. Donc aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est d'avoir une industrie textile qui soit intégrée. Donc qui part en fait des cotonculteurs à l'égrenage, à la filature, au tissage, à l'anoblissement, et également avoir une industrie textile qui est intégrée. Donc à ce niveau également, le gouvernement est en train de mettre en place le cadre qu'il faut pour encourager ces investisseurs-là à venir investir en Côte d'Ivoire. Il y a des projets concrets, il y a des propositions concrètes sur lesquelles nous vous attendons. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous rebondissiez sur les problématiques. Je crois que sur l'ensemble des opportunités dont vous parlez, l'État a pris l'initiative de faire des études. Bon, ça me permet de parler un peu de nous, parce qu'on vous a aidé à faire ces études préalables. Merci. C'est de dire que, quelles sont, au-delà des études préalables que vous faites pour les investisseurs, quelles sont les autres solutions que vous apportez aux investisseurs qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire pour accélérer leur investissement et faciliter donc leur réalisation en Côte d'Ivoire? Ok, je pense que les études qui sont faites, en fait, permettent de façon sectorielle de proposer, en fait, des avantages spécifiques à ces secteurs-là, aux investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, parce que chaque secteur a ses spécificités. Au-delà de ces aspects, nous travaillons à ce que, par rapport à la charte portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires, que les investissements qui sont faits dans ces secteurs soient sécurisés. En témoignent en fait les structures que nous mettons en place. Et nous travaillons également à lutter contre la fraude et la contrefaçon pour que les produits qui sont faits en Côte d'Ivoire ne soient pas en concurrence avec des produits frauduleux ou contrefaits. Et nous travaillons également à avoir une infrastructure qualité en Côte d'Ivoire avec des normes qui sont édictées sur notre réglementation à l'effet que ces produits qui sont en fait fabriqués dans notre pays puissent être compétitifs aussi bien au marché domestique, au niveau du marché communauté économique régionale CEDEAO et au niveau de la ZLECAf. Et également indiquer aux opérateurs que investir dans ces secteurs en fait permettent aux opérateurs de bénéficier des accords de partenariat commercial que nous avons signés. La Côte d'Ivoire a un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, avec les États-Unis à travers l'AGOA, etc. Et donc, cela offre en fait des opportunités et en rajoute à leur compétitivité. Parfait. Merci bien, monsieur le ministre. Je reviendrai vers vous à la fin, ainsi que madame le ministre, sur d'autres questions. Monsieur, je voudrais sauter monsieur Bouyouya et atteindre monsieur Megbebe. Johannes, you are one of the top executives of GSC Group. We need to have your testimony regarding... Avoir bien sûr votre avis sur l'investissement en Côte d'Ivoire et aussi ce que vous connaissez en Afrique bien sûr. Alors je vais continuer en anglais parce qu'il y a des personnes qui parlent anglais en Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a fait un boom très très important et depuis que j'y suis, depuis 10 ans, j'ai eu des opportunités. Alors, les familles des investissements éthiopiens et ivoiriens ont eu à faire ensemble des partenariats très importants et très intéressants. Nous sommes présents dans 9 pays, dans plus de continents, et nous employons plus de 4 000, 5 000 personnes par année. Et en Côte d'Ivoire, nous avons fait notre plus gros chiffre, on va dire, parce que nous sommes implantés en Côte d'Ivoire depuis très, très longtemps. Dans les 20 pays africains où nous sommes présents, nous avons pu faire un taux de réussite de 24% en Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux d'avoir la destination Côte d'Ivoire comme point d'investissement majeur. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous représentons donc les 10% du marché ivoirien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Côte d'Ivoire, c'est 50% de nos activités, de nos actions. Et je donnerai ça comme un premier point dans la première partie. Alors, Monsieur Bouyouya, est-ce que vous pensez que c'est très important d'investir dans des secteurs stratégiques? Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure et comme le Premier ministre l'a dit, le ministre du Commerce aussi a emphasé dessus, la Côte d'Ivoire est très attractive comme pays pour investissement. Alors, depuis... on va dire ces 20 ans dans lesquels vous tournez un peu en Afrique sur le continent.
qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous notez un changement bien précis, un changement intéressant depuis ces 20 ans en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière factuelle pour encourager ces personnes qui veulent donc investir en Côte d'Ivoire à y investir ou à venir en Côte d'Ivoire? Ce que vous pensez, si c'est intéressant ou pas? Alors, je pense que c'est intéressant pour ces entreprises-là d'y venir parce qu'on a un peu redynamisé les différents process, que ce soit les process dans le monde de l'agriculture, les process dans l'industrie aussi. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est très intéressante aujourd'hui et nous mettons le fait qu'elle soit aujourd'hui sous les feux des projecteurs, ça permet aussi à ces investisseurs-là de pouvoir connaître les différents points dans lesquels ils devraient investir. Et c'est vraiment très important pour eux et c'est très important pour nous de comprendre que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la plaque tournante et arriver bien sûr à d'autres pays comme le Ghana, le Nigeria, bien sûr sont aussi très attractifs, mais la Côte d'Ivoire a quand même un point en plus. Et je sais que nous faisons de l'argent, oui bien sûr. Merci Marc. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour l'invitation et l'honneur qui est fait à l'institution que je représente pour être sur ce panel. Ensuite, mon cher Marc, je vais commencer par être en désaccord avec toi. Je ne suis pas tout à fait convaincu que le secteur privé ivoirien n'a pas les capacités de contribuer dans la réalisation du PND, mais j'y reviendrai. Pour l'ensemble de l'audience, effectivement, la Société financière internationale est l'entité du groupe de la Banque mondiale qui a pour mandat d'appuyer, de financer les investissements privés ou les investissements portés par le secteur privé dans les pays où nous intervenons. En Côte d'Ivoire, bien évidemment, nous avons une grande équipe. Je salue Madame Josiane Kwanda, qui est la responsable de nos opérations en Côte d'Ivoire, qui est dans la salle. Et nous avons un portefeuille très diversifié et qui est en croissance. Sa croissance n'est pas à la hauteur de ce qu'attend Madame la ministre de l'économie. Nous y reviendrons. Mais nous avons historiquement investi dans les secteurs divers et variés. Je rejoins ce que dit mon frère Johannes. La Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert à l'investissement privé depuis des décennies. Je vais donner quelques exemples. La Côte d'Ivoire a été le pionnier en Afrique de l'Ouest, je dirais même en Afrique, dans l'ouverture du secteur de l'énergie au secteur privé. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Monsieur le ministre de l'Industrie, 60 à 70% de l'énergie produite en Côte d'Ivoire est produite par des producteurs d'énergie indépendants. Pour pouvoir le faire, pour pouvoir attirer ces investissements, ces producteurs d'énergie indépendants, il a fallu passer par des réformes audacieuses à la fin des années 90, auxquelles la SFI et nos amis de la Banque mondiale avons participé, et dans la mise en place d'un cadre réglementaire, dans la mise en place d'un schéma qui permet de sécuriser ces investissements. Le résultat des courses, aujourd'hui, nous avons presque 1 milliard d'investissements dans le secteur de l'énergie au niveau de la SFI en Côte d'Ivoire. Nous continuons d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'accompagner les objectifs du gouvernement ivoirien pour diversifier le mix énergétique.
Madame le ministre a parlé de l'objectif d'atteindre, c'est Monsieur le Premier ministre qui l'a mentionné tout à l'heure, d'atteindre les 40% du mix énergétique produit par l'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec un certain nombre de clients, d'acteurs du secteur privé pour la construction et la gestion de centrales électriques solaires, demain éoliennes. Donc c'est juste pour illustrer ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre de l'Industrie a parlé du secteur de l'agro-industrie. Encore une fois, je vois dans la salle des grands investisseurs dans plusieurs secteurs de l'agro-industrie. Je vais nommer le groupe Olam, je vois mon ami Partiban dans la salle. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est devenue un leader dans la transformation des produits agricoles. Et aujourd'hui, nous essayons d'accompagner un certain nombre d'opérateurs. Certains grands groupes n'ont pas forcément toujours besoin de l'accompagnement de la SFI. Globalement, votre portefeuille d'investissement en Côte d'Ivoire se monte à combien? Aujourd'hui, on doit être le portefeuille d'investissement, on est autour d'1 milliard. Et nous avons l'ambition d'investir chaque année entre 300 et 500 millions de dollars, pour illustrer. Mais le dernier secteur, et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que Monsieur le ministre vient de l'évoquer, c'est le secteur du textile. Et ça illustre en fait l'apport que nous apportons et le soutien que nous apportons. Au-delà du financement, qui est le nerf de la guerre, et nous y travaillons en collaboration avec un certain nombre de nos collègues, nous essayons d'apporter des solutions pour lever les contraintes pour le développement du secteur privé et les investissements privés. Nous avons travaillé avec les équipes du ministère de l'Industrie pour revoir et aider le gouvernement à revoir, à retoiletter la politique pour le développement de l'industrie du textile. Et aujourd'hui, je suis très heureux de dire que nous sommes en train de travailler sur un projet important pour relancer le secteur textile en Côte d'Ivoire. Je pourrais multiplier les exemples. Maintenant, sur le petit désaccord dont je voulais mentionner. Nous croyons très fortement au niveau de la SFI que l'investisseur étranger réussira mieux s'il est en partenariat avec l'investisseur local. Et aujourd'hui, nous appuyons le gouvernement ivoirien pour créer un cadre pour le développement du secteur privé local. Nous avons eu l'honneur, il y a quelques semaines, quelques mois, d'avoir Monsieur le Premier ministre dans le lancement du guichet de développement des PME en Côte d'Ivoire. C'est une réforme très ambitieuse parce que les investisseurs qui sont dans la salle, quand ils vont venir s'installer en Côte d'Ivoire, ils auront besoin de ce tissu de PME pour pouvoir opérer en Côte d'Ivoire. Et cette ambition portée par l'État ivoirien est aujourd'hui en cours de marche. Monsieur le ministre, dans sa vie antérieure, était banquier, et nous avons un certain nombre de confrères dans le secteur financier dans la salle, et ils vont me renforcer dans l'idée qu'aujourd'hui, le secteur privé local ivoirien est prêt à nouer des partenariats. Nous les soutenons, ce sont les PME, ce sont les grandes entreprises, pour pouvoir relever le défi de financement de 70% du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Merci. Vous me permettez, vous me donnez l'occasion donc de finir sur les questions que j'avais pour les ministres. C'est l'accompagnement du secteur privé local qui doit avoir sa place aux côtés du secteur privé international dans le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, parce que Olivier vient de présenter un point des réformes qui a été réalisé. Quelles sont les réformes qui permettent de renforcer la part du secteur privé local dans tout ce programme d'investissement de la Côte d'Ivoire? Bien, merci Olivier. Ce que je voudrais indiquer déjà au titre de la commande publique, vous savez, l'État a fait depuis 2011 beaucoup d'investissements publics. Donc nous avons arrêté une disposition initiale qui était que au moins 20% de la commande publique reviennent au secteur privé national, notamment aux PME. Et nous avons noté que les performances étaient au-delà des 20%.
Et l'État a décidé de passer de 20% à 30% aujourd'hui. Mais les dernières performances que nous avions par rapport à la part qui est octroyée au secteur privé, c'est environ à 41%. De part, en fait, des marchés publics octroyés aux PME évoluant en Côte d'Ivoire. Et vous avez également noté, en fait, dans notre dispositif d'incitation, que lorsque les grandes entreprises, en tout cas, travaillent avec les PME en termes d'octroi de marchés publics, en fait, ils ont une prime, en fait, à l'effet de leur permettre, en fait, de pouvoir encourager cela. Tout ceci dans une vision, en fait, d'avoir une économie qui soit inclusive, que le secteur privé puisse être constitué aussi bien de grandes entreprises et que des PME, en fait. Et donc, l'État, je veux dire, pour apporter une solution durable et également rendre holistique, en fait, notre croissance économique, a décidé, par une approche disruptive, en fait, de créer le guichet de développement unique de développement des PME, en fait, en faisant la fusion de ces différentes entités qui existaient. Donc aujourd'hui, en fait, nous avons une sorte de holding qui se comporte en continuum à travers Côte d'Ivoire PME pour tout ce qui concerne les aspects accompagnement et amorçage, et la société de garantie des PME qui, en termes d'innovation, est effectivement un établissement financier. Donc, de par les papiers qui sont émis par cet établissement financier, les banques peuvent faire du crédit. Tout ceci pour pouvoir mitiger le risque des PME auprès des banques. Et en plus de cela, en fait, nous avons mis en place un dispositif pour appuyer les PME nationales, sinon les entreprises industrielles, en termes de compétitivité, à travers une structure que nous gérons avec le secteur privé, qui s'appelle l'ADCI, l'Agence de développement de la compétitivité industrielle, où, en fait, des propositions sont faites pour renforcer le profil opérationnel, en fait, et technique des unités industrielles qui ont souvent quelques difficultés. Donc, ce sont ces initiatives que nous mettons, mais nous travaillons à mieux formaliser, en fait, le secteur informel. Parce que vous notez qu'il y a plus de 90%, c'est vrai, du tissu économique et industriel qui constitue des PME, mais la majorité évolue dans le secteur informel. Donc nous avons lancé un processus en liaison avec Madame la ministre de l'économie, un processus d'identification des structures informelles, en fait, qui sont sur tout le territoire, et avec des incentives, en fait, voir comment est-ce qu'on les encourage progressivement à migrer de l'informel vers le formel, pour régler la problématique, en fait, de la pression fiscale qui ne doit pas être supportée que par les multinationales ou les grandes entreprises, en fait. Donc voici un peu des axes sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons également maintenant à la mise en relation. Donc nous sommes souvent approchés par beaucoup d'entreprises internationales qui prennent à leur compte le PND, etc., que quand ils viennent nous voir, ils souhaitent généralement avoir un partenaire local. Et au niveau, en fait, de la Côte d'Ivoire, ces partenaires locaux qui connaissent mieux l'environnement, etc., qui peuvent les aider à aller de l'avant. Donc nous facilitons cela. Et le CPC également joue son rôle, vous savez, en termes également d'accompagnement des entreprises, pour pouvoir, en fait, je veux dire, les aider à créer les souhaités en peu de délai. Mais je pense qu'il y a un défi que l'État est en train de traiter, c'est notamment celui de la performance de l'administration. Okay. C'est ce qui est en train d'être fait à travers, comme je l'avais indiqué, en fait, cette charte portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires, à travers la simplification des procédures et la dématérialisation et les différents guichets uniques que nous avons créés, que ce soit au niveau du foncier industriel à travers la SOGEDI, que ce soit au niveau du commerce extérieur avec le GUS également, que ce soit au niveau des permis de construire, etc. Donc tout ceci pour raccourcir les délais et permettre aux opérateurs économiques de faire que leur travail, d'investir et que l'administration ne soit pas un boulot, en fait. Donc nous restons disponibles pour les accompagner. Merci beaucoup, monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui rassure donc les investisseurs sur le fait qu'il y a un écosystème qui devrait les aider à prendre leur part dans le PND. Madame la ministre, on va terminer avec peut-être que juste ajouter qu'il y a un volet que je n'ai pas peut-être indiqué, c'est la disponibilité de zones industrielles également, pour leur permettre d'implanter les unités. Je vous remercie. Madame la ministre, on va terminer avec vous. On a 1 an du PND 2021-2025, rassurer les investisseurs que même si beaucoup a été fait, il reste encore des choses à faire. Et donc peut-être quelle anticipation on peut avoir du PND 26-30, tout en revenant aussi bien sûr sur ce qui a été réalisé
sur 21-25 et ce qui reste à faire sur la dernière année? Écoutez, nous sommes effectivement à 1 an et demi de la fin de notre PND. Le bilan que nous avons fait de la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025 à fin 2023 montre que nous avons un taux de réalisation d'à peu près 54% des investissements. Il faut retenir qu'on a passé l'année Covid avec tous les problèmes qui s'en sont suivis et noter que le PND précédent a fait un taux de réalisation qui est bien au-delà des prévisions. Il faut noter que dans ces 54%, on va dire que l'État a atteint à peu près 57% de ses objectifs d'investissement, pendant que le secteur privé est à 53%. La moyenne, parce que le secteur privé porte 74% des objectifs d'investissement. Donc, nous avons encore beaucoup de travail. L'objectif de transformation structurelle va être l'épine dorsale du prochain PND avec les mêmes objectifs d'industrialisation. Je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de renforcer sa résilience. Bien sûr, les secteurs prioritaires et les priorités ont été indiqués tout à l'heure par Monsieur le Premier ministre lors de son intervention. Rajouter quelques précisions qui vont être des éléments forts de ce PND, c'est la volonté affichée d'assurer définitivement la sécurité alimentaire. Notre agro-industrie a été portée par les produits de rente, donc nous allons certainement orienter l'investissement également dans ce secteur vers l'agro-industrie et vers les produits halieutiques. Halieutiques et les produits vivriers, les produits vivriers et halieutiques. Un secteur important, c'est le secteur du logement. Les ambitions sont fortes. Je crois que Monsieur le Premier ministre veut qu'on aille vite, très vite. Notre jeunesse, elle est grande. Les besoins s'accumulent au fil du temps. Je crois que nos partenaires, je vois Olivier qui sourit, tout le monde est mobilisé et les investisseurs également sont invités à accompagner la Côte d'Ivoire pour que définitivement nous puissions mettre en place une industrie, une machine de production de masse, mais qui est aussi à la portée des populations, les populations moyennes. Merci Madame la Ministre. J'ai compris que notre temps est terminé, mais les organisateurs nous donnent la chance de pouvoir échanger avec la salle. 2 questions. Donc, vous vous levez idéalement les internationaux, parce que je vois trop de nationaux qui veulent poser des questions. Vous avez l'occasion d'interagir pendant longtemps avec les ministres. Donc, mon cher ami, ta question, tu la poseras directement à la ministre. Tu es international. Bon, deux questions. Je vois que 2 personnes. Voilà, peut-être commencer par monsieur ici, juste devant. Donc, vous vous présentez, vous posez votre... Ah oui, il y a un micro. Vous vous présentez, vous posez rapidement votre question, comme on est pris par le temps. Ensuite, on aura les 2 messieurs ici. La peine, monsieur. Habit, ivoirien, mais international. Alors, mon intervention va partir de 3 citations, poser 2 questions, faire une suggestion et dire ce que nous, investisseurs panafricains internationaux, pouvons apporter. Donc, les 3 citations, ça commencera par ce qu'a dit Olivier. Je simplifie. L'investisseur étranger qui vient n'aura du succès que s'il s'allie avec l'investisseur local. Et ça trouve écho avec ce que le Premier ministre a dit, anoblir la place du secteur privé. Et sa deuxième citation au Premier ministre, il a dit « La Côte d'Ivoire a des talents ». Ce qui veut dire que l'écosystème est fait pour que justement on arrive à ce qui est espéré. La Côte d'Ivoire a des talents, j'ai le privilège d'en avoir 2 à côté de moi. Gilles Alexandre Ndia, Daniel Awassa, de Weblogy. Il y en a un qui est pas là, que vous connaissez tous, Jean-Luc Conan, de Cofina, qui a été donc
un de nos sujets d'investissement. Donc très rapidement, comment faire de ces personnes-là des champions continentaux, pas nationaux, continentaux? Comment les soutenir? Sur 3 plans, financièrement, institutionnellement, on a entendu les différentes réponses institutionnelles, et la sécurisation de leur leadership national. Donc la question du local content qui devrait être abordée avec plus de profondeur que la présence dans le secteur dans les commandes. Votre deuxième question? Et non, les 2 questions sont posées. Comment en faire des champions continentaux? Comment les soutenir institutionnellement, financièrement et sur le plan national? Et en termes de suggestions, une suggestion à 2 volets. Premier volet, ça a été abordé avec la mise en place d'un fonds de garantie qui soit un peu plus efficace, plus transparent, plus clair. Et deuxième volet qui reste à approfondir, c'est la création d'un fonds souverain. Lequel fonds souverain peut intervenir sur des secteurs prometteurs, mais trop à risque pour des investisseurs financiers, mais en apportant le seed fund et le nettoyage minimum, la garantie, enfin la certaine sécurité, ça peut nous intéresser. Merci. Donc nous, en tant qu'investisseurs financiers, on pourrait venir sur ce type d'opération en co-investissement avec le fonds souverain. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Il y a une deuxième question, juste derrière vous. Je m'appelle Saïbatou Aou. Je suis PDG d'une compagnie de réassurance panafricaine basée à Abidjan, justement, dont le siège est à Abidjan. Et elle a été créée par des actionnaires de 18 pays en Afrique. Donc à la création, c'est juste à la fin de la crise sociopolitique que nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Et je vous assure que les actionnaires étaient réticents pour venir à Abidjan, mais on a insisté et on a créé le siège à Abidjan. Ce n'est pas... C'est surtout en tant que témoin oculaire de certaines choses que j'interviens pour apporter ma contribution. On ne vous entend pas bien. Quelle est votre question? On ne vous entend pas bien. Vous n'entendez pas bien? Ah, c'est un témoignage. Ah, ok, j'ai dit c'est plus un témoignage. Parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise. Okay. Et la compagnie a été créée par des actionnaires de 18 pays africains. On avait préféré Abidjan pour au moins 2 raisons. D'abord, la Côte d'Ivoire, c'était le poumon de l'UEMOA. C'est aussi le poumon de la CIMA. La CIMA, c'est l'ensemble des pays africains qui ont le franc CFA comme monnaie. Donc, en plus de la CEDEAO ou de l'UEMOA, il y a aussi la CIMA. Okay. Voilà. Donc, si vous investissez en Côte d'Ivoire, vous avez l'UEMOA, vous avez la CEDEAO et vous avez la CIMA. Ok. Donc, c'est un témoignage qui traduit vraiment tout ce que les ministres ont dit là. Vous avez une autre question? Quand nous sommes arrivés, on a bénéficié de beaucoup d'avantages. Ok, parfait. En ce moment, Mme Kabas était en charge des finances. Elle a beaucoup géré, elle a beaucoup insisté pour développer, pour booster l'industrie de l'assurance. Okay. D'accord, merci bien. On va passer la parole au panel pour qu'ils répondent rapidement parce qu'on a totalement fini. Mais je voyais la dame, oui. Vous voulez poser une question? S'il vous plaît. C'est juste pour inviter les investisseurs. Oui. Dire que l'expérience que j'ai vue, que j'ai connue en Côte d'Ivoire, c'est une bonne expérience. Voilà, merci. Parfait, merci bien. Écoutez, je comprends l'intérêt, mais je suis désolé, on ne peut plus prendre de questions. Vous êtes... Voilà, passez... Oui. Bon, monsieur le ministre, monsieur le ministre permet... Très rapidement, et c'est une question, ce n'est pas un commentaire, une question aux 2 ministres qui sont présents au panel. Je suis journaliste au magazine Challenge. Je voudrais savoir, donc, dans quelques mois, la Côte d'Ivoire va entrer dans une année électorale. Quel est votre message aux investisseurs internationaux qui peuvent s'inquiéter d'un potentiel risque de déstabilisation ou d'incertitude à l'orée de cette année électorale? Merci. Bon, on va, comme le Premier ministre nous a donné l'accord, il y avait un monsieur qui avait demandé la parole là-bas. Madame, il y avait un monsieur derrière qui avait demandé la parole. Il est parti, il était juste là-bas. Oui, voilà, le monsieur qui lève la main, voilà.
morning. I'm Mukesh Tekwani. Bonjour, je suis Safina, je suis donc le PDG d'une structure internationale en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc demander au ministre du Commerce une question. Alors, ma question, ce serait donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait intéressant pour décongestionner un peu le système financier et pour une compagnie d'investir en Côte d'Ivoire? Nous, notre intérêt est vraiment très, très important et très grand pour la Côte d'Ivoire, mais nous voudrons bien comprendre comment les organisations se posent et quelles sont donc les attractions pour un investissement meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour ces entreprises-là étrangères. Merci. OK. Qui prend la parole? Ok, merci Marc. Pour répondre à la préoccupation de notre compatriote Marc Zahabi, je voudrais le rassurer par rapport à l'initiative de ce qui concerne les champions nationaux. Vous avez pu noter que le gouvernement a lancé l'initiative des pépites, qui est en cours pour à l'effet d'identifier en fait les entreprises nationales à fort potentiel et selon les besoins qui sont exprimés, voir comment est-ce que les accompagner avec l'objectif d'identifier au moins 150 pépites par an. Donc c'est un programme sur 10 ans avec environ 1500 pépites qui seront identifiées en fait à l'effet que ces structures-là en fait puissent mieux progresser, mieux augmenter leurs affaires en Côte d'Ivoire et au-delà de la sous-région. Et également indiquer que nous encourageons chaque fois que de besoin, à travers le code d'investissement et le code sectoriel que nous prenons, le secteur privé international à travailler en joint venture avec le secteur privé national. Voilà, donc la Côte d'Ivoire reste une économie ouverte et des initiatives sont prises. Et par moment, nous-mêmes nous orientons en fait les opérateurs internationaux qui viennent nous voir, soit vers la CEGECI, le patronat, ou la FIPME, ou la Chambre de commerce selon le cas, qui sont des organisations auxquelles vous appartenez. Ceci dit, en fait, moi, c'est une occasion pour moi d'encourager les opérateurs économiques nationaux à travailler un peu plus avec tout ce qui est DFI, la BOAD, la Banque africaine de développement, Afreximbank, toutes ces structures qui sont, je veux dire, qui ont plus de capacité pour pouvoir conquérir en fait les autres marchés. Voilà. Nous mettons en œuvre ce que nous appelons au niveau de l'État, ce qu'on appelle la diplomatie économique. Voilà. Donc dès lors qu'un opérateur économique ivoirien, je veux dire, sur un marché hors de la Côte d'Ivoire, on a des services au niveau de nos ambassades en fait qui peuvent l'accompagner, s'assurer, pouvoir en fait que les règles d'équité et de transparence également sont appliquées. Parce que le chef de l'État tient aujourd'hui à l'application de la réciprocité, je veux dire, entre ce qui se passe hors de la Côte d'Ivoire et les avantages qui sont donnés par la Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques internationaux qui viennent dans notre pays. Donc je voudrais vous rassurer à ce niveau et dire que on a une problématique, c'est vrai, qui va être adressée dans le cadre de l'UEMOA à travers notamment l'approfondissement des marchés financiers. Je pense que ce matin, Martha Diop en a parlé pour voir dans quelle mesure les actifs peuvent être portés par les populations en fait. Donc il est important qu'aujourd'hui le marché financier par rapport à l'axe des intermédiations aille plus loin que cela. Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire seul ne pourra pas, je veux dire, vous accompagner. Il faut qu'il y ait de nouveaux instruments à travers le marché financier, soit des emprunts obligataires directement portés par les entreprises privées, ou également tout ce qui concerne des titrisations d'actifs, etc., pour que les choses aillent plus loin. Je pense qu'il y a des réformes qui sont en cours au niveau de l'autorité des marchés financiers pour que ces dispositions soient possibles. Voilà, qu'on puisse créer en Côte d'Ivoire, au-delà des OPCVM, des OPCI, etc., pour booster le secteur en fait de tout ce qui est construction de bâtiments de rapport avec des véhicules où les assureurs peuvent y entrer, etc. Donc, je pense qu'au niveau réglementaire, il y a ce travail à faire et qui est certainement en cours. Sur le fonds souverain. Pour ce qui concerne le fonds souverain, je pense qu'on est dans un processus. Je ne pourrais pas peut-être faire d'annonce, mais ce qu'il faut indiquer, c'est que la Côte d'Ivoire élargit en fait son dispositif. Vous voyez, nous avons créé la caisse de dépôt et de consignation il n'y a pas longtemps. Et en plus de cela, nous venons de créer une filiale, la CDC Capital Long Terme, pour permettre en fait d'avoir désormais en fait au niveau de l'État un fonds d'investissement
qui peut venir soit en equity ou bien en dette au niveau des entreprises, etc. Je pense qu'à ce niveau, sur le fonds souverain, la réflexion en cours, il y a encore des réflexions portant sur d'autres fonds sectoriels, etc. On pense que cela est important pour pouvoir booster notre économie et le rassurer. Nous n'avons plus le fonds de garantie, nous avons une société de garantie qui est un établissement financier. Donc, il fonctionne selon les règles de la Banque centrale. Donc, c'était pour vous rassurer à ce niveau sur la transparence et également l'équité à ce niveau-là. Donc, je voudrais rassurer, je me remercier mon ancien collègue, monsieur Ao, au niveau de Africaré, au niveau des assurances, qui a beaucoup apporté en fait à la réassurance en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne Challenge, moi, je voudrais vous rassurer. La Côte d'Ivoire a organisé des élections locales en septembre 2023, inclusives, avec tous les partis politiques, et ces élections se sont faites sans violence, dans la paix, et les institutions ont montré leur crédibilité lors de cette élection-là, pour parler que de celle-là, les élections municipales et les élections régionales. On a eu les résultats que vous connaissez. Je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Voilà. La Côte d'Ivoire était un pays en paix, les institutions fonctionnent et la démocratie se renforce tous les jours. Donc je voudrais en tout cas, je pense qu'au nom de Monsieur le Premier ministre, vous rassurer que nous maintenons le cap en tout cas par rapport au renforcement de la démocratie dans notre pays et également que la compétition électorale puisse se faire. Tout ceci dans la paix et également dans la cohésion. Donc voilà, voici un peu ce que je pouvais dire sur ce sujet. Maintenant, sur l'électricité, cela a été dit. Nous sommes un gros pays producteur d'électricité, d'énergie. C'est vrai que de façon conjoncturelle, il peut y avoir quelques difficultés. Mais chaque fois qu'il y a ces difficultés, nous essayons de les gérer pour que le secteur privé ne puisse pas manquer d'électricité. On fait partie des rares pays, en fait, où toutes les unités industrielles, que ce soit qui sont grosses consommatrices d'électricité, que ce soit dans l'acierie, dans les mines, qui fonctionnent à partir d'électricité. Non à partir de groupes électrogènes, etc., comme on le constate ailleurs. Donc c'est un processus qui est en cours, mais nous comptons en tout cas nous améliorer, corriger en fait les points d'insuffisance souvent qui sont constatés, mais il faut noter que notre offre en termes d'énergie est supérieure à la demande également, donc que les entreprises industrielles n'ont pas de soucis à se faire à ce niveau par rapport au fonctionnement de leurs unités industrielles. Je vous remercie. Madame la ministre, vous voulez dire quelque chose? Ou après, un mot de clôture à la fin, peut-être. À la fin. Johannes, you want to add something? Hello. I'd like to add... Je voulais ajouter quelque chose. Nous sommes en train de parler donc de comment et où investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment un des pays le plus attracteurs en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de pays en Côte d'Ivoire peuvent faire grandir les choses, mais la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui peut faire développer et accroître votre business d'une manière exponentielle. Et aujourd'hui, 60% de ces entreprises qui investissent aujourd'hui sont très satisfaits. Et Abidjan, ça fait de cela Abidjan aujourd'hui un gros centre d'investissement. Et nous savons que aussi le discours de l'agriculture est aussi très important. Et comme le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il est important donc d'investir et ça fait partie du projet du gouvernement et le président Alassane Ouattara y met beaucoup d'attention et investit pour que cela soit possible. Et franchement, si vous arrivez vraiment à trouver un autre pays en Afrique de l'Ouest qui vous permet ce genre d'investissement, qui vous permet de faire accroître vos différents business, vraiment dites-le-moi. Et je pense que tout est mis en place en Côte d'Ivoire pour que cela soit possible, donc que ce soit le niveau social, le niveau commercial aussi, tout est vraiment mis en place pour que tout le monde investisse en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les contrats, les investissements et les relations entre le gouvernement et les entreprises permettent donc de pouvoir développer et le milieu social et aussi le milieu des affaires. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent en Côte d'Ivoire et aussi des résultats de différentes études d'université qui nous donnent la force de pouvoir le dire et de le confirmer que vraiment aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un exemple d'investissement. Et un exemple que je voulais vous citer, c'est aujourd'hui la traite pour le coco.
Et le gouvernement a une entité aujourd'hui qui permet donc de pouvoir mettre en place différentes industries, différentes machines pour pouvoir améliorer la production et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pour moi vraiment un gros point et un bon indice pour pouvoir travailler en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre témoignage sur l'investissement en Côte d'Ivoire. Merci de faire cette publicité là pour nous. Et c'est vraiment, non, je le dis pas pour vous flatter. Franchement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est très attractive au niveau de l'investissement, au niveau de l'investissement économique et financier. Et j'encourage vraiment les autres à pouvoir investir. Alors, je suis vraiment désolée, nous avons plus assez de temps. Nous avons une autre session tout à l'heure et donc il faut qu'on libère le panel. Je suis vraiment désolée. Madame la ministre, pendant qu'on est debout, peut-être, pour au moins justifier qu'on est prêt à partir. Voilà. Donc le mot de la fin pour vous. Écoutez, je pense que la session a donné l'opportunité de montrer les immenses opportunités que offre notre pays. Je voudrais vous remercier pour cela et au nom de Monsieur le Premier ministre, encore réitérer notre intervention à tous les investisseurs, l'administration, Monsieur le ministre en tête, et nous tous, nous sommes là pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les aider à s'intégrer, pour pouvoir aussi les accompagner aux côtés de nos investisseurs nationaux qui ont du talent, qui ont des PME prêtes à s'associer et à se mettre à leur disposition. Merci beaucoup. Merci.